Il est 17h40 à Actu Plus du jeudi. Bienvenue à l'écoute à toutes les auditrices et à tous les auditeurs et bienvenue à notre invitée, Dr Asma Benbraham, qui est pharmacienne majeure et directrice de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans l'INEAS, qui est l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé. Si vous voulez, je fais un petit rafraîchissement de votre mémoire, tous ceux qui m'écoutent. C'est l'instance à la tête de laquelle a été nommé le docteur Choukri Hamouda, que je salue au passage. Bonsoir, docteur Asma Benbraham. Bonsoir Amel, bonsoir à tous les auditeurs. Approchez un tout petit peu au micro. D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous remercier vraiment pour l'invitation et de nous donner la chance de présenter un peu notre instance, le travail qui a été élaboré par les professionnels de la santé. Et là, je rappelle que ce sont plus les travaux Covid de l'INEAS, c'est plus que 100 professionnels de la santé et 30 sociétés savantes avec les différents ministères, etc., etc. Tout à fait. D'ailleurs, il y a à peu près une centaine ou plus de noms qui signent ce guide. Absolument. On va parler de ce guide justement. Tout d'abord, docteur Asma Benbraham, qu'est-ce que l'INEAS, l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé? C'est quoi son rôle? Quel est son travail? D'accord. Donc l'INEAS, comme vous l'avez si bien dit, c'est l'instance nationale d'évaluation et de l'accréditation en santé. C'est une instance qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. C'est une instance du ministère, mais qui est indépendante scientifiquement. D'accord. Donc on est dépendant financièrement, mais on est indépendant scientifiquement. Donc l'INEAS, c'est une instance qui a été créée par décret en septembre 2012. Donc nous avons passé beaucoup de temps, je fais partie de l'équipe d'implémentation de l'INEAS, nous avons passé beaucoup de temps à la formation pour nous former au fait, parce que l'INEAS, il y a 3 directions principales, nous avons 3 métiers à l'INEAS. Le premier métier, comme son nom l'indique, c'est l'accréditation. Quand on dit accréditation, c'est l'accréditation des établissements hospitaliers, que ce soit public, mais aussi privé. Les deux, oui. Donc, on a aussi la deuxième... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères, de conditions à remplir justement répondre à... Il faut répondre à ces conditions pour justement obtenir l'accréditation. Même pour les hôpitaux publics, c'est ça? Oui, nous avons un manuel d'accréditation. Ce manuel a été fait selon des standards internationaux. Nous sommes membres de l'ISQA, l'International Society of Quality. Et le manuel d'accréditation, il contient plusieurs critères, plusieurs conditions qui font que les hôpitaux publics et privés doivent se conformer à ces critères-là pour avoir leur accréditation. Donc nous avons les centres de première ligne, c'est-à-dire tout ce qui est CSB, hôpital de circonscription. Nous avons aussi les hôpitaux régionaux, ce qu'on appelle la deuxième ligne, mais aussi les CHU, c'est la troisième ligne, aussi bien que les cliniques privées. Donc ça, c'est le volet accréditation. Donc la deuxième direction, c'est la direction évaluation des technologies de santé. C'est une évaluation globale, pharmaco-économique, éthique, etc., de tout ce qui est technologie de santé. Là, quand on parle de technologie de santé, on veut dire médicaments, dispositifs médicaux, stratégies et programmes de santé, etc., etc. La troisième direction, donc ma direction, c'est la direction. Voilà, ma direction, c'est la direction qualité des soins et sécurité des patients. Effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous avons 3 volets. Donc, dans un volet sur l'élaboration des recommandations professionnelles. Quand on dit recommandations professionnelles, c'est-à-dire les guides de pratique clinique et les parcours de soins. Donc, un guide de pratique clinique, il est formé de plusieurs recommandations qui repose sur des questions cliniques, c'est-à-dire un guide de pratique clinique de prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète, etc., etc. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, c'est la prise en charge d'une pathologie. Pour la prise en charge d'une pathologie donnée, par exemple pour le diabète, l'hypertension artérielle, nous réunissons des groupes de travail qui vont statuer sur plusieurs questions cliniques pour la prise en charge de cette maladie, pour sortir des recommandations sur le diagnostic, des recommandations sur le traitement, le dépistage, la prévention, le suivi, etc., etc. Donc c'est un guide sur la prise en charge des pathologies d'une manière générale. Pour rapprocher un tout petit peu,
C'est à peu près l'équivalent d'un manuel des procédures, d'un cahier de charges, plus ou moins. C'est pas commercial, on n'est pas dans le marketing. Mais est-ce que c'est un tout petit peu l'équivalent, le parallèle de ces deux? Je ne sais pas si vous connaissez la Haute Autorité de Santé en France. La HAS ou le NICE en Angleterre. Donc, c'est des directions scientifiques. Donc, notre travail est scientifique. Nous avons une méthodologie particulière pour recueillir les données de la littérature. Nous les évaluons. Nous faisons l'analyse critique des articles que nous avons. Nous les soumettons à des groupes de travail, des professionnels de la santé, qui vont élaborer des recommandations sur la prise en charge d'une pathologie donnée. Par exemple, comment traiter l'hypertension artérielle. Ils vont nous donner tout un logigramme de traitement. C'est à peu près, c'est vous qui donnez les bonnes pratiques. Absolument. À suivre dans les hôpitaux. Mais par la suite, est-ce que vous avez un droit de regard, un droit de contrôle sur ce qui se passe réellement dans les hôpitaux, parce que je suis sûre que vous êtes plus consciente que moi et que Nadia, que ce qui se passe dans la réalité est très loin de ce qui est indiqué dans ces manuels ou ces guides de bonne pratique. Exactement, exactement. Donc nous, avant de commencer un guide de pratique clinique, déjà, nous n'avons pas que les professionnels de la santé. Nous travaillons en étroite collaboration avec les différentes directions du ministère de la Santé. On ne peut pas faire de guide qui n'est pas adapté, applicable, voilà, adapté au contexte tunisien. Par exemple, on ne peut pas faire de guide sans impliquer la direction des soins de santé de base, la direction générale des structures sanitaires publiques, la direction générale de la santé, pour avoir un peu quels sont les moyens en Tunisie que nous avons et qui nous permettent de sortir une recommandation donnée. Donc, on commence notre guide déjà avec des parties prenantes telles que la CNAM, le ministère de la Santé, en plus des professionnels de la santé, et nous avons une stratégie d'implémentation. Ça veut dire quoi, une stratégie d'implémentation? C'est-à-dire après avoir élaboré le guide, nous réunissons avec les parties prenantes, les décideurs d'une manière générale, parce que le guide, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Au fait, que ce soit à l'échelle macro, le ministère de la Santé, à l'échelle méso, les établissements sanitaires, mais aussi à l'échelle micro, les professionnels de la santé. Donc, nous nous réunissons avec ces parties prenantes. Donc, les médecins, les infirmiers, tous les professionnels concernés par la thématique. D'accord? Donc, et nous élaborons une stratégie d'implémentation, par exemple, à partir de ces recommandations-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les appliquer sur le terrain? D'accord. Tu as des questions peut-être à ce niveau-là, Nadia, avant de passer. Pour l'instant, on passe à Bon, on passe au guide donc. D'accord. Vous venez de publier un guide qui porte le titre Parcours du patient suspect ou confirmé Covid-19. Oui. Plutôt, vous l'avez appelé la version de septembre 2020. Il y a 2 jours que le guide a été finalisé et publié. Tout d'abord, qui a fait ce guide? Donc, au fait, ce guide, nous avons élaboré ce guide. Nous avons commencé par la première version du guide en mars 2020. Donc, nous avons une saisine ou une demande du ministère de la Santé qui nous a demandé, vu que c'était une nouvelle pathologie, c'est une pathologie qui est nouvelle, qui est émergente, nous n'avons pas de littérature, nous n'avions rien en mars. Donc, il fallait faire quelque chose pour guider les professionnels de la santé. Donc, ce qu'on a fait, c'est une réponse rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, une réponse rapide? C'est une méthodologie particulière qui est adoptée par la Haute Autorité de Santé en France et le NICE en Angleterre. Donc, nous nous sommes inspirés un peu de leur méthodologie pour constituer notre propre réponse rapide pour donner un guide du parcours du patient aux professionnels de la santé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réuni tous les professionnels de la santé qui sont intéressés par la thématique, les infectiologues, les pneumologues, les réanimateurs, il y a la réamed, l'anesthésie réa, la médecine d'urgence, mais il y a aussi la pharmacologie, la pharmacie, les infirmiers, etc., etc. Les biologistes, oui, bien sûr, les biologistes. Fait beaucoup de tests. Absolument, les biologistes, les virologues, etc. Donc, lorsque vous allez consulter le guide, vous allez trouver à peu près une centaine de noms et une trentaine de sociétés savantes. Nous avons même impliqué le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, la Protection civile, le SAMU, etc., etc. Donc, tout ce beau monde s'est réuni, donc en sous-groupe, pour rédiger un peu comment pouvait être
la prise en charge du patient qui est suspect ou confirmé Covid-19. Nous avons impliqué avec nous, bien sûr, l'Observatoire, qui est l'ONME, c'est une partie prenante qui est très importante du ministère de la Santé et les différentes directions du ministère de la Santé. Donc, nous avons commencé par, à l'entrée de l'hôpital, qu'est-ce qu'il fallait faire face à un patient qui est suspect Covid-19. Donc, nous avons un pré-tri. Ensuite, les professionnels de la santé ont élaboré un score de tri. Donc, une fois le patient, il passe le pré-tri, il y a un score de tri. Qu'est-ce que ça veut dire le score de tri? C'est-à-dire qu'il y a les différents symptômes. Ces différents symptômes ont un score particulier. Et au-delà d'un certain score, donc, le patient est considéré suspect. Comme suspect voilà. d'être atteint de la Covid-19. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de symptômes? Par exemple, la fièvre, évidemment. D'accord. Donc, au fait, le guide a été mis à jour en septembre. Donc, je vais vous donner le système de scoring. La nouvelle version. La nouvelle version. Parce qu'on était obligé face à la nouvelle vague, de mettre à jour le guide. Donc, c'est une nouvelle version où on a changé beaucoup de choses. Donc, pour le système de scoring, par exemple, les experts, c'est eux qui ont fait ce système-là. Donc, pour l'exposition, c'est-à-dire le contact avec un cas Covid, c'est 2 points, par exemple. La fièvre, c'est 2 points. La toux sèche ou les difficultés respiratoires, c'est 2 points. L'anosmie, c'est-à-dire que le patient va perdre l'odorat. Avec ou sans agueusie, c'est-à-dire que le patient va perdre le goût. Donc, c'est 2 points parce que l'anosmie... Mais il faut déjà que le patient soit honnête et qu'il le déclare. Absolument. Parce qu'il y a des patients qui cachent leur... absolument. Qui cachent très très bien leur jeu. Il y a même des patients qui venaient de l'extérieur, qui prenaient des antidouleurs et des anti-fièvre. Ouais. Et quand ils descendaient à l'aéroport, ils n'avaient pas de fièvre alors qu'ils étaient malades. Absolument, absolument. Mais là, l'anosmie et l'agueusie, c'est des signes spécifiques du Covid. Effectivement. Maintenant. Avec la fièvre, etc. Et vous savez, les gens, on n'a plus les mêmes symptômes maintenant d'un patient à un autre. Au sein d'une même famille, vous pouvez trouver un Covid positif avec de la fièvre et des problèmes respiratoires, avec la femme ou l'enfant avec de la fièvre et de la diarrhée, par exemple. Ça dépend des individus. Et comment l'expliquer justement, ce cas de virus qui se transmet d'une manière différente? C'est les variabilités inter-individuelles, d'un individu à un autre. Donc ça dépend de la réaction du corps humain, de l'immunité aussi. C'est ce qui explique que nous avons des cas asymptomatiques et des cas asymptomatiques. Oui. Admettons que nous avons devant nous un cas symptomatique qui porte peut-être pas la totalité de ses symptômes, mais une bonne partie de ses symptômes. Comment est-ce que le personnel de la santé, à la porte de l'hôpital ou de l'urgence, doit se comporter? Au fait, il y a une classification. Donc, le patient qui a un score élevé il est automatiquement orienté vers le circuit Covid. Là, il va y avoir l'anamnèse, c'est-à-dire l'examen approfondi du patient et voir si on est dans un cas asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Et là, bon, on ne parle pas des cas asymptomatiques. Des cas polysymptomatiques, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes mineurs tels que la fièvre, une toux légère, etc. Il y a aussi les cas, la forme mineure, avec une pneumonie sans signe de sévérité. Par exemple, là, ils vont hospitaliser le malade. Pour les formes polysymptomatiques, il n'y aura pas d'hospitalisation. Donc, il le traite, il lui donne les soins, mais il rentre chez lui. Voilà. Et là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Il y a une ordonnance qui circule sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où il y a azithromycine, zinc, etc. Donc, ce n'est pas le traitement adéquat. Ça ne correspond pas du tout à la vie des professionnels de la santé. En plus, ce n'est pas un jeu, on ne peut pas prendre le traitement tout exactement, seul. Exactement. Pas improviser. Il faut éviter... absolument, il faut éviter l'automédication. Donc, par exemple, pour les formes polysymptomatiques, les recommandations, c'est de traiter les symptômes, de donner peut-être des vitamines telles que la vitamine C, la vitamine D et du paracétamol en cas de fièvre. Docteur Asma Benbraham, je rappelle que vous êtes la directrice de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé. Je suis plus que sûre que tous ceux qui ont travaillé sur ce guide, vous êtes tous conscients que la notion de circuit Covid est une notion
plutôt très théorique. Ça relève du rêve, de l'imaginaire. Dans la majeure partie des hôpitaux, des dispensaires, de tout lieu où un patient va pour se faire soigner, il n'y a plus de circuit Covid, ça a disparu. Donc maintenant que nous avons ce guide-là, je sais que vous donnez, comment dire, vous montrez le droit chemin, entre guillemets. Absolument. Vous dites, voici les bonnes pratiques. Mais à quoi ça sert si, dans la réalité, sur le terrain, on n'applique pas cela? Ça n'existe pas, le circuit Covid. Lorsque le guide est sorti en mars 2020, donc il y avait les circuits Covid, il y avait les circuits Covid, justement. Etc. Donc, mais avec la levée du confinement à partir du 27 juin, tout a disparu. Hein. Mais maintenant, je peux vous dire une chose, que tous les professionnels de la santé attendaient impatiemment ce guide pour justement mettre en place à nouveau les circuits Covid. Donc, les personnes, les professionnels de la santé qui ont travaillé avec nous, c'est des personnes qui travaillent au niveau du secteur public, à Abderrahmane Memi, à la Rabta, à Charnicole, etc. Ils sont tous engagés. Ils ont l'engagement de leurs établissements pour remettre en place ces circuits Covid. Le malheur, c'est que ça va prendre un peu de temps. Alors que la maladie est en train d'avancer à grands pas et peut-être qu'on ne va pas arriver à temps, justement. Bref. Revenons à ces bonnes pratiques. Donc, une fois le patient a été traité, si c'est un cas un peu aggravé, un peu avancé, il est hospitalisé, c'est ça? D'accord. Est-ce que les services de réanimation sont déjà assez bien équipés et disposent du nombre nécessaire de personnel, d'éléments, de médecins, d'infirmiers, etc., de soignants, pour justement réussir à appliquer les recommandations qui sont dans ce guide? Et je dis bien recommandations parce qu'apparemment ça n'a pas un caractère obligatoire, ça n'a pas un caractère contraignant. C'est-à-dire que s'il y a un établissement de santé, qu'il soit privé ou public, qui ne respecte pas ce que vous avez indiqué dans ce guide, il n'y aura aucune sanction, aucun suivi, c'est ça? C'est ça. Au fait, les guides de pratique clinique ainsi que les parcours de soins, parce que là, c'est plutôt un parcours du patient. Donc, c'est des recommandations qui servent d'aide à la prise de décision en santé. Donc, ils ne sont pas opposables. Qu'est-ce que ça veut dire opposable? C'est-à-dire, lorsque l'INEA sort des recommandations, que ce soit sur le Covid ou sur une autre pathologie, donc le médecin n'est pas puni, la responsabilité du médecin n'est pas engagée lorsqu'il ne suit pas ces recommandations-là. Par contre, le guide de pratique clinique ou le parcours de soins peut servir d'expertise auprès des tribunaux. C'est-à-dire en cas d'erreur médicale, en cas de litige. Voilà. C'est-à-dire ce document est un document technique qui peut être utilisé par le juge, c'est ça? Exactement. Mais le patient n'engage en aucun cas sa responsabilité. Parce que même au niveau du code de déontologie, l'article 10 du code de déontologie dit que le médecin a le libre choix de donner le traitement qu'il estime adéquat pour chaque patient. D'accord. Donc vous estimez que ce document va aider le personnel de la santé? Absolument. Ils ont déjà eu, ils vont commencer à l'appliquer? Oui. Déjà, le ministère de la Santé, la DGS a eu le document. Ils sont en train de le distribuer partout. La DGSSP, la Direction Générale des Structures Sanitaires Publiques, ainsi que la DSSB et la Direction des Soins de Santé de Base ont eu le document. Ils sont en train de le distribuer partout et le ministère fait de son mieux aussi pour nous aider à appliquer ces recommandations et à faire le circuit Covid partout, etc. Très bien, Dr Asma Benbraham. Nous avons encore 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez ajouter au final? Au final, je voudrais ajouter quelque chose de très important, c'est la protection du personnel soignant. Donc, il y a une partie très importante au niveau du guide sur les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, nous avons essayé de mettre la protection qu'il faut pour chaque professionnel de la santé à chaque étape du parcours du patient. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé de telle manière à nous aligner aux moyens du ministère sans pour autant mettre en danger la sécurité des professionnels soignants. Donc protégez-vous, s'il vous plaît. Merci infiniment, Dr Asma Benbraham de l'INEAS. Je rappelle que vous êtes la directrice de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Je cède ma place à Zied qui va présenter le flash de 18h. Merci Nedia, à la semaine prochaine.